Chapitre 5. Coopération. Il y a déjà un moment que nous ne nous sommes occupés que des faits et gestes de notre capitaliste, qui certainement a dû prospérer dans l'intervalle. Retournons à son atelier. Nous aurons peut-être le plaisir de revoir notre ami le fileur. Nous voici arrivés. Entrons. Quelle surprise! Nous voyons à la besogne maintenant non plus un ouvrier, mais une grande quantité d'ouvriers, tous silencieux et rangés en bon ordre comme autant de soldats. Il ne manque pas de surveillants et d'inspecteurs qui, tels des officiers, passent dans les rangs, observent tout, donnant des ordres et veillant à leur ponctuelle exécution. Du capitaliste, on ne voit même plus l'ombre. Voici que s'ouvre une porte vitrée qui conduit à l'intérieur. Peut-être sera-ce lui. Nous allons voir. C'est un grave personnage. Mais ce n'est pas notre capitaliste. Les surveillants s'empressent autour du nouveau venu. Ils reçoivent ses ordres avec la plus grande attention. On entend le bruit d'une sonnerie électrique. Un des surveillants court à appliquer son oreille à l'extrémité d'un tube de métal qui, du profond, descend le long du mur. Il vient aussitôt annoncer à monsieur le directeur que le patron l'appelle pour conférer avec lui. Nous cherchons dans la foule des ouvriers notre vieille connaissance, le fileur, et nous finissons par le découvrir dans un coin, tout absorbé par son travail. Il est devenu pâle et décharné. Sur sa figure se lit une profonde tristesse. Nous l'avons vu autrefois sur le marché, traitant d'égal à égal avec l'homme aux écus pour la vente de sa force de travail. Mais combien aujourd'hui s'est accrue la distance qui les sépare? Maintenant, un ouvrier perdu dans la foule de ceux qui peuplent l'atelier et écrasé par une journée de travail d'une longueur excessive. Tandis que le possesseur d'argent, transformé désormais en grand capitaliste, trône comme un dieu au haut de son Olympe, d'où il envoie ses ordres à son peuple au moyen d'une armée intermédiaire. Qu'est-il donc arrivé? Rien de plus simple. Le capitaliste a prospéré. Le capital s'est énormément accru et pour satisfaire à ses nouveaux besoins, le capitaliste a établi le travail coopératif, qui est le travail exécuté par l'union des forces. Dans cet atelier où autrefois fonctionnait une seule force de travail, on voit fonctionner aujourd'hui toute une coopération des forces de travail. Le capital est sorti de l'enfance et se présente pour la première fois sous son véritable aspect. Les avantages que le capital trouve dans la coopération doivent être rangés sous 4 chefs. Premièrement, c'est dans la coopération que le capital réalise la notion du travail social. La force sociale du travail équivaut, comme nous l'avons déjà dit, à la moyenne prise dans un centre donné de production sur un nombre d'ouvriers qui travaillent avec un degré moyen d'habileté. Il est clair que chaque force individuelle de travail s'écartera plus ou moins de la force moyenne ou sociale, laquelle ne peut par conséquent être obtenue qu'en réunissant dans le même atelier un grand nombre de forces de travail, c'est-à-dire qu'en pratiquant la coopération. Note de Marx. Destutt de Tracy l'appelle le concours de force. Le second avantage est l'économie des moyens de travail. Le même atelier, les mêmes calorifères, etc., qui ne servaient qu'à un seul servent maintenant à beaucoup d'ouvriers. Le troisième avantage de la coopération est l'augmentation de la force de travail. De même que la force d'attaque d'un escadron de cavalerie ou la force de résistance d'un régime d'infanterie diffère essentiellement de la somme des forces individuelles déployées isolément pour chacun des cavaliers ou des fantassins, de même, la somme des forces mécaniques d'ouvriers isolés diffère de la force mécanique qui se développe dès lors qu'ils fonctionnent conjointement et simultanément dans une même opération indivise. Le quatrième avantage est la possibilité de combiner les forces de façon à pouvoir exécuter des travaux qu'avec des forces isolées, il eût été impossible d'accomplir, ou qui n'eussent été accomplis que d'une manière très imparfaite. Qui n'a vu comment 50 ouvriers peuvent déplacer des masses énormes en 1 heure, tandis qu'un ouvrier isolé n'arriverait pas, en 50 heures consécutives, à le remuer si peu que ce soit? Qui n'a vu comment 12 ouvriers faisant la chaîne du bas en haut d'une maison en construction montent en 1 heure une quantité de matériel immensément plus grande que celle qu'un seul ouvrier pourrait monter en 12 heures? Qui ne comprend que 20 maçons
font beaucoup plus de travail en une journée qu'un maçon seul ne pourrait en faire en 20 jours. La coopération est le monde fondamental de la production capitaliste.